Salut et bienvenue sur Anakaland pour la review analyse de la série Sex Education sur Netflix. La quatrième et dernière saison vient d'arriver sur la plateforme après une attente de plus de 2 ans. Cette nouvelle saison sert donc de conclusion à une série devenue mythique pour beaucoup. Mais malheureusement, cette série que j'adore et attendais moi aussi avec grande impatience m'a un peu laissé sur ma faim. Elle est au final le parfait exemple de ce que j'essayais de dire dans ma précédente vidéo. Certes, la représentation est un enjeu important dans une série comme celle-ci, mais elle ne doit pas être là au détriment de la qualité de l'écriture et du récit, ni au détriment du plaisir du spectateur, ce qui reste bien sûr le plus important pour un produit audiovisuel. Et ici, avec cette dernière saison, Netflix est tombé dans le piège en nous présentant un monde beaucoup trop idéaliste et surreprésentatif, avec des histoires sans réel lien entre elles et un peu plates. En effet, cette nouvelle saison était loin d'être à la hauteur des précédentes, et surtout des 2 premières qui étaient vraiment brillantes. On a beaucoup moins de personnages, ce qui est dommage dans une série où les relations sociales sont au centre du concept. Et surtout, ces 8 nouveaux épisodes ont un rythme très mou. Les épisodes sont plus longs, mais ne profitent pas de ce temps en plus pour nous raconter plus de choses, seulement se perdre dans des détours sans grand intérêt. Ce qui me fait penser que cette saison n'aurait pas dû être la dernière, et que les auteurs ont donc condensé des enjeux à moyen et long terme pour les faire entrer dans une seule saison. Ce qui en fait donc une saison un peu étrange niveau rythme et tout. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis sur la saison en commentaire. Dans cette vidéo, qui sera pleine de spoilers, je voudrais donc revenir sur les enjeux de cette saison 4 au travers des différents arcs de personnages. Alors comme toujours, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour aider la chaîne à se développer. On vient de passer les 700 abonnés, donc un grand merci, et c'est parti. Pour commencer, comme à mon habitude, je vais parler un peu de la technique, qui pour le coup reste le point fort de cette saison. Comme pour les précédentes, la cinématographie est au top, avec une mise en scène soignée, des plans et un montage dynamique sans en faire trop afin de bien souligner les éléments de la narration. Et bien évidemment, la lumière est toujours d'une qualité incroyable, de même que la colorimétrie. Toutefois, là où la musique jouait un vrai rôle dans la narration dans les premières saisons, rappelez-vous que les paroles de la plupart des chansons collaient parfaitement aux images en nous racontant la même histoire et parfois même en nous parlant du sous-texte. Ici, c'est devenu un peu moins le cas, avec des chansons plus classiques qui participent moins à nous raconter l'histoire. Donc une réalisation toujours au top et des acteurs qui font eux aussi leur meilleur taf pour incarner leurs personnages. Spéciale dédicace comme toujours à Ncuti Gatwa, l'interprète d'Eric, ou encore à Gillian Anderson qui est superbe, même dans son rôle de mère dépassée par les événements. Mais pour ce qui est du récit, c'est un peu moins l'éclate qu'auparavant. Déjà, les personnages sont devenus de simples personnages fonction. Un personnage, une ligne narrative et une problématique à mettre en avant. Ils ont très peu d'interactions entre eux malgré le fait qu'ils évoluent dans le même environnement. Les récits ne se croisent presque pas. Par exemple, Maureen et Jean, qui sont amies, ne se parlent qu'une seule fois dans toute la saison. Alors qu'au début, elle lui dit qu'elle serait ravie de garder le bébé, mais après, plus rien. Et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup. Chacun son arc narratif propre pour traiter d'un sujet, et puis voilà, ce qui contribue vraiment au manque de profondeur de cette saison. Surtout que la plupart des personnages qui créaient du lien entre les différents groupes, ou simplement qui rendaient la série plus riche et complexe, ont disparu. Lily et Ola, Jacob, Olivia et Anwar, ou encore les profs, Emily et Colin, qui étaient des personnages super attachants, drôles, et qui apportaient un autre point de vue dans la série. Ils ont tous disparu. Ok, les 2 derniers ont droit à un rapide caméo dans l'épisode 6, mais c'est vraiment juste histoire de dire qu'ils sont toujours en vie. Sinon, cette série garde un peu de son intérêt pour ce qui est de l'éducation sexuelle à proprement parler. Comme je l'ai déjà dit auparavant, elle devrait être conseillée à tout le monde, et pas seulement aux jeunes qui ont une éducation sexuelle défaillante dans beaucoup de domaines, mais aussi à bon nombre d'adultes à qui cela ne ferait pas de mal d'en apprendre plus sur tous ces sujets. Donc, une série qui avait un fort intérêt éducatif, mais qui s'est malheureusement perdue depuis la saison 3. Ces sujets sont devenus tellement secondaires que la série en a presque perdu son titre. Certains sujets sont toujours abordés, mais sans trop les expliquer. Et surtout, cette série étant un terreau fertile pour les dérives woke de Netflix, la série a fait le choix de partir plus sur de la sensibilisation au concept de genre que sur des sujets vraiment utiles pour tous. Certes, comprendre des notions comme la non-binarité ou la dysmorphie en général est important. Ça fera pas de mal à certains, ou même beaucoup, mais est-ce vraiment tout ce qui importe à présent? Où sont les infos sur le développement psychosexuel ou les IST comme au début de la série? Au contraire, la saison 3 avait vécu un virage à 180 degrés en nous montrant à quel point l'éducation pouvait être rétrograde dans ce domaine, provoquant ainsi une vive réaction des élèves de Moordale. Donc une série qui a perdu une grande part de ce qui faisait son intérêt. C'est presque comme si la première saison avait servi à nous piéger tellement elle était bien, pour qu'on s'accroche et ensuite nous imposer des histoires d'amour entre ados des plus basiques, avec des enjeux progressistes. La série a donc enchaîné sur des enjeux plus systémiques dans notre société. La saison 2 était par exemple très centrée sur la famille, et la 3e a vraiment marqué le virage vers les sujets que souhaitait réellement aborder Netflix. Des sujets qui sont donc au cœur de la majorité des arcs de cette nouvelle saison. Au début de cette nouvelle saison, donc, on retrouve certains de nos élèves préférés dans un nouvel établissement scolaire. Un établissement du futur, à seulement quelques kilomètres, mais dont personne n'avait jamais entendu parler. Surtout qu'on apprend qu'il y en a encore un 3e dans le coin, vu que les autres élèves de Moordale se sont retrouvés là-bas.
Bref, déjà ça semble peu probable, comme le fait qu'aucun des élèves de ces différents lycées ne se sont jamais croisés dans leur petite ville. Donc un lycée à la pointe de la culture woke, un monde merveilleux fait de couleurs pastel, d'écologie et d'élèves véganes. Un lycée moderne et inclusif, vraiment inclusif, avec des cours de yoga, une salle de muscu, une boîte de nuit et même un toboggan. Un vrai petit paradis en comparaison au précédent lycée, mais dont personne n'avait jamais entendu parler, pas même les élèves queer justement, qui y auraient été bien mieux acceptés qu'à Moordale, surtout du temps de Hop. Du coup, je trouve ça un peu facile d'introduire directement un établissement parfait comme celui-ci. Jusque-là, je m'attendais plus à avoir une saison dans laquelle on verrait les élèves se battre pour créer un tel endroit. Après le coup de pub monstrueux qu'ils ont fait à la fin de la saison 3, leur message aurait créé des émules, et de nombreux élèves différents, ou tout simplement ouverts, auraient souhaité rejoindre leur établissement. Et plutôt que de devoir fermer, le lycée aurait obtenu une nouvelle vie, un second souffle soutenu par la tolérance et la modernité de leurs valeurs. Mais non, à la place, et surtout car il fallait en finir avec la série, on nous offre un lycée des bisounours sur un plateau d'argent, un lycée autogéré, ce qui existe vraiment, c'est un fait, mais un lycée où les élèves ne semblent jamais avoir cours. Donc un lycée un peu trop idyllique, qui servira des intrigues sans grand intérêt pour le spectateur, ou en tout cas pas forcément construit de manière à vraiment nous engager. Les thématiques restent fortes pour la plupart, mais je n'ai pas vraiment ressenti de grande émotion dans cette saison 4. Ni grande rigolade, ni aucun moment qui ne m'a vraiment fait verser ma petite larme. Et en plus, pour couronner le tout, le lycée est déjà très instruit et éveillé, et n'a même pas besoin d'Otis. Il y a déjà une élève sexologue qui aide les élèves, ce qui va donc devenir l'enjeu principal de l'arc narratif d'Otis, s'imposer comme le vrai sex kid, jusqu'à ce qu'il s'en désintéresse lui-même complètement à cause de ses histoires avec Maeve. Donc si même le personnage principal n'en a vraiment plus rien à faire, pourquoi nous, spectateurs, devrions encore nous en inquiéter? Et cette partie de l'histoire sert surtout à faire des réflexions sexistes et gratuites contre Otis, comme le côté masculin de son père et sa misogynie, ou encore son manque de compassion alors qu'il oblige O à faire son coming out. On a donc une première partie de saison dans laquelle Otis et les autres tentent de s'adapter à ce nouvel environnement, et dans lequel Otis fait juste un combat d'ego avec O, l'autre sexologue. Alors qu'il aurait été tellement plus simple de s'associer et de diviser les tâches. Il y a forcément des élèves qui préféreraient parfois parler à un homme et d'autres fois à une femme, ou même faire ça en duo, ça aurait été tellement grandiose, comme à l'époque où il faisait équipe avec Maeve. Mais non, à la place on a une élection bidon qui se met en place et qui finit en nœud de boudin. Comme le dit très bien le directeur du lycée après l'élection, ceci était une énorme perte de temps. Un peu comme cette saison dans le fond, car après tout, ils sont très proches de la fin de l'année scolaire, et après ils partent à la fac, donc quel intérêt? Et en parlant de trucs sans intérêt, le pire du pire dans cette saison, c'est que Maeve ne sert à rien. Pas une seule fois, elle donne ne serait-ce qu'un conseil, comme elle le faisait avant, ni même faire preuve de son esprit acerbe et féministe. Elle est juste là pour donner une sorte de fin à sa relation avec Otis. Après tout, ils nous ont même vendu la saison 4 là-dessus. Vont-ils finir ensemble? Et même son passage aux États-Unis ne soulève rien de bien palpitant. J'espérais tellement qu'il se passe quelque chose que je m'attendais presque à une histoire de harcèlement ou pire de la part de son prof. Ou même à une trahison et du plagiat quand elle doit quitter les États-Unis et que sa camarade trouve son texte dans la poubelle. Mais au final, non. C'est encore le monde des bisounours et la gamine pourri gâtée et sans talent préfère juste transmettre son texte à une grande éditrice. Car elle est gentille et que c'est comme ça que tourne le monde, c'est bien connu. Le seul vague sujet soulevé ici, c'est le pouvoir des mots, et l'impact négatif qu'ils peuvent avoir sur des individus jeunes et fragiles, surtout quand ils viennent d'une personne d'autorité. Et pour ce qui est du retour de Maeve à Moordale, ce n'est pas mieux. 3 épisodes centrés sur sa mère qui meurt et son deuil. Tout ici prend des plombes et ne raconte rien de bien palpitant non plus. On assiste au retour du frère Cassos, qui maintenant est un vrai junkie comme sa mère, et si, petit cadeau pour les spectateurs, on assiste au retour sur les écrans de Jack Gleason, alias Geoffrey Baratheon, dans le rôle de Maul Barjo, un toxico creepy, mais pas vraiment méchant. Et bien sûr, on assiste aux funérailles de l'enfer. Entre l'officiante à côté de la plaque et le frère qui fout la honte en arrivant en retard et défoncé, un grand moment de gênance pour Maeve et les autres. Et le pire ici, c'est qu'Otis ne réagit jamais. Il ne vire pas Sean ou quoi que ce soit. Il sert à rien. Mais c'est normal, car aujourd'hui, une femme n'a pas besoin de l'aide d'un homme, même dans une situation pareille. Et même quand il se bouge enfin les fesses, il ne la retrouve pas. Ce qui résume très bien tout le reste de leur relation dans cette saison. C'est vraiment ce qu'il y a eu pour moi de plus décevant dans cette nouvelle saison. Autant leur relation à distance était mignonne et sympatoche, mais ensuite ça ne mène nulle part. On a bien un passage dans la piscine comme une sorte d'hommage à la première érection qu'elle lui avait donnée en saison 1, mais sinon ça ne mène à rien. On a même une régression du personnage d'Otis, un véritable retour en arrière de ses anciens blocages, juste pour créer artificiellement du suspense sur leur relation. Bref, s'il y a eu une déception dans cette saison, c'est bien cette relation qui se voulait centrale mais n'aboutit sur rien. Même la toute fin de la série se veut un peu poétique quand tous les deux regardent le ciel en même temps, chacun d'un côté du globe. Mais là encore, c'est vraiment pas ouf. Au final, j'aurais préféré que Maeve ne revienne pas et que les personnages passent à autre chose. Surtout qu'apparemment, c'est à cause de l'actrice que la saison 4 a mis si longtemps à être tournée.
Donc revenons plutôt aux vraies histoires de cette saison, avec notamment cette élection qui est surtout là pour remettre en jeu la relation entre Otis et Ruby. Une relation que j'avais personnellement bien appréciée dans la saison 3 et qui a suscité plus d'intérêt que celle entre Otis et Maeve. J'avais même tendance à être passé dans la team Ruby depuis la saison précédente. Elle est si attachante quand elle enlève son masque de méchante bimbo. Et puis au moins son égoïsme apparent n'est pas aussi néfaste que celui de Maeve. Ainsi, Ruby se retrouve seule dans ce lycée, sans ses amis, et elle n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Elle doit alors se refaire une réputation. En plus, il s'avère que O, la nouvelle conseillère, est aussi sa némésis, une vieille camarade de classe qui avait humilié notre ancienne reine de Moordale. Et donc le but suprême de cette saison pour Ruby est de ruiner la réputation de O, raison pour laquelle elle s'associe à Otis et devient sa directrice de campagne. Et là, clairement, on voit qu'elle est dans son élément, elle est faite pour les relations publiques. On découvre aussi lors du rendez-vous de campagne entre Otis et Ruby que son père a l'air d'aller mieux. C'est une bonne nouvelle, le personnage avait l'air sympa, et là il arrive à nouveau à marcher, ce qui est plutôt un bon signe. Après la saison 3, je craignais qu'il le fasse mourir pour donner encore plus de profondeur au personnage de Ruby, et potentiellement recréer un rapprochement avec Otis. Bref, cette réunion de campagne était surtout un moyen de relancer le suspense sur leur relation finie bien trop tôt. Car Otis, actuellement dans une relation à longue distance avec Maeve, passe la nuit chez Ruby. Rien ne se passe, donc pas besoin d'en faire des caisses, mais au vu de sa réaction, de leur réaction par la suite, même s'il ne s'est rien passé dans les faits, cela voulait tout de même dire quelque chose pour eux. Et concernant les personnages et ce que cette dernière saison nous raconte sur eux, on a d'abord Jackson, qui est toujours un tombeur, mais se languit de Cal, avec qui ça n'a pas marché dans la saison précédente. Le second épisode introduit grâce à lui un des rares sujets utiles de la saison, alors que sa nouvelle copine lui fourre un doigt là où le soleil ne brille jamais. Bingo. Et immédiatement, alors qu'il a eu son meilleur orgasme, on voit son visage changer, et il était sûr qu'il allait se demander si c'était pas trop gay ou une connerie du genre. C'est cool qu'un tel sujet soit enfin abordé, car il est encore extrêmement tabou chez les mecs. Mais là où la série réussit à ne pas directement tomber dans le cliché avec ça, c'est que les questionnements de Jackson ne viennent pas d'une homophobie refoulée ou quoi, mais plutôt un espoir que ce côté queer insoupçonné pourrait enfin le rapprocher de la personne qu'il aime. Et ensuite, très vite, son arc devient très plat. Il a une masse sur sa boule et ça l'inquiète. Ce qui est bien sûr normal, mais bon, ça dure un peu longtemps pour pas grand chose. Sachant que le vrai enjeu de ses soucis de santé était de soulever le manque dans la vie de certaines personnes adoptées ou issues de dons de gamètes, la recherche de leurs origines et de leur passé familial. Et même là, la série n'en fait pas assez. On perd un temps fou à voir Jackson paniquer et se prendre la tête avec sa famille, plutôt que le voir gérer la révélation qui arrive juste à la fin pour clôturer son histoire en vitesse. Ils en ont tellement fait sur le secret des mamans de Jackson que j'ai cru qu'il allait y avoir une histoire d'agression ou une autre horreur du genre. Mais non, c'était juste une aventure extra-conjugale avec un enfoiré d'hétéro marié. Ce qui n'est pas développé non plus. Il se fait fermer la porte au nez et puis ses mères lui disent que c'est un con. Voilà, merci et au revoir. Si au moins on avait eu, je ne sais pas, un frère ou une sœur surprise dans le même lycée ou une connerie du genre, ça aurait eu plus d'intérêt. Mais non. Ensuite, il y a aussi le cas de Vivienne, sa meilleure amie, qui le soutient pendant ses épreuves durant toute la saison, avant que, enfin, il se passe quelque chose de vraiment fort dans sa vie. Dans les 2 derniers épisodes, très rapidement, on survole un sujet qui lui aussi méritait d'avoir bien plus de temps à l'écran dans cette saison. Le fait que son nouveau copain, au début tout gentil et romantique, se révèle finalement comme un pervers narcissique violent. Et alors qu'il passe à ça de lui gâcher la vie en lui faisant rater ses examens et surtout qu'il la brise psychologiquement, on la voit juste pleurer vite fait, puis Jackson arrive à la rescousse, et dans le dernier épisode, elle en parle à ses amis l'après-midi, et puis le soir, elle est déjà blindée et réussit à s'en sortir. Alors que je peux vous garantir que ce n'est jamais aussi facile de se sortir d'une telle situation. Certes, le mec est un bébé manipulateur, il ne maîtrise peut-être pas encore tous les outils du parfait enfoiré, mais tout de même. Ensuite, on a bien sûr Jean, complètement dépassée par la maternité, dont le récit est presque totalement indépendant du reste de la série, si on ne compte pas son émission de radio qui passe à divers moments. Gillian Anderson est excellente en mère à la ramasse, et Jean décide de s'en rajouter une couche en acceptant un nouveau taf, mais là, avec la petite Joy qui a débarqué et Jacob qui a pris la fuite, c'est compliqué pour Jean malgré le peu d'aide que peut lui offrir Otis. Alors déjà là, je pense que c'est clairement un problème soit de budget, soit de casting, comme pour beaucoup d'autres personnages si Jacob et Ola ont complètement disparu. Car même si ce n'est pas sa fille, je ne le vois pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Ni même Ola ne plus du tout être présente. Ce qui me fait donc penser que le budget n'était plus ce qu'il était pour cette saison, ou alors que 2 ans d'attente c'était peut-être trop long pour faire poireauter le cast sans travailler. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, sinon le plus important dans l'histoire de Jean, outre son émission de radio et sa complicité avec O, c'est celle de sa sœur, la paumée qui débarque pour l'aider à élever le bébé. A noter qu'elle est là pour ça d'ailleurs, mais dès que Jean a besoin d'elle, sa sœur a un truc plus intéressant à faire. Bref, une pauvre fille complètement en vrac, à qui là aussi la série tente de donner un peu de profondeur et d'explication à la toute fin de la saison. Et le gros mystère de cette saison les concernant, c'est l'identité du père de Joy. Alors que ça n'en était clairement pas un, vu que c'était le rebound sex de Jean après sa première rupture avec Jacob. Et donc, par le hasard du scénario, Dan le motard est de retour dans l'histoire.
Ensuite, il y a bien sûr Cal, qui suit logiquement ce que la saison précédente avait mis en place. Il n'y a pas grand chose à dire ici, si ce n'est que le malaise lié à sa dysmorphie de genre est un problème de plus en plus courant, ou en tout cas visible, mais que le système de santé a encore beaucoup de mal à s'adapter à ce genre de problématique. Mais concernant la série, il n'y a pas vraiment plus à dire à ce sujet. C'est plutôt bien mis en place, contrairement à d'autres. Entre le dérèglement hormonal qu'elle subit au début de la saison, puis les sentiments qui apparaissent pour Aisha, et qui l'amènent dans la bonne direction pour enfin bénéficier de l'aide de tout le lycée lors de la collecte de fonds à la fin. Et je dirais même que son histoire sert de pivot à la saison, car c'est une fois qu'elle a disparu que tout s'accélère pour la résolution de la plupart des intrigues. J'ai d'ailleurs bien aimé le personnage d'Aisha. Après, c'est probablement lié à mon intérêt pour la langue des signes qui fait que je suis sensible à sa problématique. Mais même en termes de caractéristiques pures, son personnage est bien écrit. Il y a juste un truc que j'ai pas bien compris, c'est le délire de la non-monogamie éthique. Qu'est-ce que c'est encore que ce mot plein de positivisme? C'est juste un couple libre. Ce qui m'amène donc à la part qui a pris le plus d'importance dans cette nouvelle saison, sans vraiment embarquer le spectateur avec lui. La petite bande queer qu'Eric intègre très vite. Les rois et reines du lycée, deux personnages trans qui sont en couple et autour de qui le monde entier semble tourner. Ces personnages sont sympas, mais la série ne prend pas vraiment le temps de nous faire nous attacher à eux. Car déjà, ils sont des pièces rapportées de nouveaux personnages dans la série. Et heureusement qu'Eric est là pour nous les rendre plus agréables. Car oui, évidemment, dans un tel établissement, il était logique qu'Eric devienne une star. C'est un mec gentil et généreux. Donc ces nouveaux personnages queer++ sont au centre de cette saison alors qu'on n'a jamais vraiment appris à les aimer comme on aimait d'autres personnages. De plus, ces personnages dans la saison imposent une vision qui me dérange beaucoup, la propagande woke dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. On a des passages où ils se plaignent à Eric de la difficulté d'être ami avec des hétéros cisgenres, alors que même Eric tente de défendre son meilleur ami. Et le passage où Ruby vient leur parler de haut et que Abby se plaint de son énergie qui la fatigue. Bichette, on va la plaindre en plus. Alors que la série avait frôlé la misandrie dans une saison précédente, lors de la colle des filles qui découvrent que les mecs, enfin certains mecs sont des porcs, mais avait habilement évité de tomber dans le piège, ici c'est l'inverse. La série saute à pieds joints dans la propagande anti-homme cis et hétéro. Bref, ces éléments du récit m'ont vraiment saoulé. Et d'autant plus car je suis ok avec la nécessité de la représentation LGBT et autres, j'en ai même consacré toute une vidéo cette semaine, mais là on prend carrément le problème à l'envers. En quoi le fait de dénigrer les hétéros ou les cisgenres, ou pire encore les accuser de sexisme et de masculinisme, va aider à créer de l'empathie pour leur cause. On a même des exemples de cancel culture dans cette saison. On a d'abord Otis qui est cancel pour être le fils de son père, car oui, c'est son seul tort à cet instant, même si c'est vrai qu'il a forcé le coming out asexuel de O. Et puis juste après, on a O justement qui est cancel pour des actes qui datent de plusieurs années. Et personne ne lui laisse une chance de s'expliquer, comme si personne ne pouvait jamais changer. C'est même à Ruby, sa victime, de prendre sa défense pour qu'elle ait enfin une seconde chance. Et en plus, c'est cette prise de parole pour défendre sa brute qui fait que Ruby est enfin digne de l'amitié de la bande à la fin. Mort de rire, le monde est à l'envers. Donc, en résumé, si on laisse faire, on a Otis qui est cancel, puis O, et puis à la fin, il reste rien, juste Connor qui était le gars bizarre depuis le début de la série, qui se retrouve en charge de la santé sexuelle et psychologique des élèves. Alors qu'en plus, il y comprend rien et il s'en fout. Il faisait ça dans un but purement égoïste. Donc bravo le cancel, vous avez juste réussi à empêcher que vous, ou d'autres, aient accès à l'aide dont ils ont besoin. Et c'est la même chose si on remet les éléments dans la vraie vie. Certains se font cancel et puis c'est fini, on passe à la victime suivante. Et attention, je vous vois venir, je dis pas que certains ne mériteraient pas de se faire calmer dans leurs propos, mais juste que c'est facile et dangereux de cancel quiconque n'est pas d'accord avec votre propagande. Ça s'appelle du totalitarisme quand un état fait ça. Et donc naturellement, je passe à l'arc de personnage qui est probablement le plus sympa et intéressant de la saison. Celui d'Eric. Outre son intégration à la royauté queer du lycée, il est surtout en train de vivre une véritable crise existentielle dans sa foi chrétienne. Pour commencer, il faudrait souligner son courage de rester si attaché à des valeurs et à une communauté qui ne l'accepte pas. Mais surtout, là où la série a bien joué, c'est avec ces sortes de visions et de signes envoyés par Dieu. Déjà, gros bravo pour la représentation de Dieu, une femme noire pleine de swag, bien pensée. Et d'ailleurs, dans cette histoire, je tiens à soulever un vrai problème avec la version française de la série. Car oui, j'ai bien vérifié les traductions en VF par moment. Et effectivement, là il y a un gros souci. C'est que dans la VF, Dieu utilise le mot fabulicieux, et plus tard, Adam, pendant l'enterrement, emploie le mot efflorescent, ce qui n'a aucun sens. Car dans la VO, le mot utilisé par Dieu et par Adam est le même, d'où le fait que c'est un signe pour Eric. Et à ce propos, pour moi, ce signe aurait dû également encourager Eric à se rapprocher d'Adam. Peut-être pas à se remettre avec, car ils sont vraiment très différents, et que de toute façon sa nouvelle bande n'aurait jamais accepté un mec comme Adam, mais peut-être juste refaire naître un lien entre eux, permettant à Adam de mieux s'accepter par exemple. Et ces visions vont donc mener Eric dans un voyage vers l'auto-acceptation, mais surtout pour exiger que les autres l'acceptent, ce qui n'est pas rien. Et sa dernière rencontre avec Dieu est un point génial de son histoire, quand elle lui dit que son côté flamboyant, son effervescence, est un cadeau qu'elle lui a fait afin qu'il éclaire les autres. J'ai trouvé ça très beau.
Et en plus, il me semble que l'adjectif flamboyant est celui que j'ai utilisé pour parler de lui dans ma vidéo précédente. L'intuition masculine sûrement. Et tout ça menant à la révélation finale. Pasteur et Fyong. Superbe idée des auteurs, lui donner un objectif supérieur, qui n'est pas auto-centré ou égoïste, mais purement en ouverture vers les autres. Ça correspond à la perfection au personnage que l'on connaît depuis le début de la série. Donc, comme je le disais, c'est vraiment le seul arc narratif à être vraiment soigné, même s'il y en a deux autres qui sortent aussi du lot, à commencer par celui d'Adam, qui est l'un des mieux écrits là aussi sur toute la série. Sa relation avec son père toxique, son homophobie prenant sa source dans sa propre homosexualité qu'il n'arrive pas à assumer à cause de son père et de la société, pour finalement en arriver là où il est dans cette saison. Je trouve ça très habile. C'est juste dommage qu'il soit autant dissocié du reste des autres personnages. Son histoire est donc simple mais pas simpliste. Il y a d'un côté la relation avec son père qui se soigne petit à petit au cours de la saison, et ça c'est cool, il méritait d'avoir une belle fin comme ça. Mais là encore, c'était juste le strict nécessaire. Et sinon, l'histoire d'Adam permet d'introduire la zoothérapie au travers de sa nouvelle carrière qui lui correspond vraiment. Zoothérapie qui est donc une forme de thérapie extrêmement efficace, et ceux qui ont des animaux de compagnie savent à quel point ces créatures ont un grand pouvoir sur nos émotions. Et enfin, le dernier récit qui a un tant soit peu d'intérêt, c'est celui de Aimée, et donc aussi d'Isaac. Au début de la saison, on retrouve Aimée dans son travail de guérison après son agression de la saison 2. Élément qui représentait un grand moment pour la série, alors qu'elle doit elle-même prendre conscience que ce qu'elle a subi était bien une agression, et cet événement qui au début lui semblait anodin se transformait en véritable traumatisme. Donc Aimée tente de se reconstruire et décide de prendre des leçons d'art dans son nouveau lycée, où elle fait donc la rencontre d'Isaac, l'ex de Maeve, qui est déjà élève à Cavendish. Le début de la relation ne démarre pas sous les meilleurs auspices, alors qu'elle lui balance une de ses légendaires phrases sans filtre. Mais avec le temps, tous deux se rapprochent au travers de l'art. Le jeune homme est un véritable passionné et un connaisseur, et il devient donc une sorte de mentor pour Aimée qui se cherche dans son art. Ainsi, grâce au soutien de son nouvel ami, elle va explorer sa créativité et trouver un moyen de surmonter son trauma au travers de superbes autoportraits. Aimée est donc un personnage qui est resté fidèle à elle-même tout au long de la série. Une bonne personne, au grand cœur, au point souvent de se faire marcher dessus, notamment par sa meilleure amie Maeve l'égoïste, qui l'empêche même de sortir avec Isaac quand elle lui en parle. Et donc Aimée a une fin heureuse, amplement méritée, formant un couple très mignon avec Isaac. De son côté, après un démarrage plutôt désagréable dans la série, Isaac mène un rude combat contre l'ascenseur vétuste du lycée. Et il finit par péter sa crise, très bien, et tout d'un coup, on voit qu'il y a d'autres élèves en fauteuil dans le lycée. Un peu facile là aussi. Où ils étaient quand ils nous montraient le lycée plein de queer au tout début. Il n'y avait probablement pas la place dans ce tableau de rêve pour un petit fauteuil dans un coin de l'image. Enfin bref, après un sitting de rébellion, surtout pour échapper aux examens blancs, l'ascenseur est enfin réparé et Isaac peut reprendre sa vie. Je plaisante, mais en vrai ce passage dans l'épisode 7 était plutôt intéressant. C'est le début de la résolution de bon nombre de problématiques de la série, quand les élèves atteints de divers handicaps se rebellent un peu contre les valides et obtiennent ce qui leur revient de droit. Donc une saison avec de très nombreuses histoires qui se croisent à peine et dont le véritable fond tiendrait sur moitié moins d'épisodes. Des histoires sans lien entre elles pour la plupart, dénaturant donc ce qui faisait le charme de la série à ses débuts. Et en plus, une série qui se finit sans happy end pour son personnage principal, qui est donc seul, sans Maeve qui est reparti vivre sa vie, et qui n'a même pas droit à une seconde chance avec Ruby. Ça pour le coup c'est dommage. Car de toute façon, dans cette saison, si un personnage n'est pas queer ou de couleur, ou encore victime de discrimination, il n'a le droit ni au bonheur, ni à la reconnaissance, ni même à un happy end. Au moins, il se réconcilie avec Eric, heureusement, et ce, malgré la ségrégation hétéro-gay que voulait faire naître la série entre de nombreux personnages. Un véritable monde de bisounours qui nous est présenté dans cette dernière saison. Car à quel moment Hélène donne le manuscrit de Maeve? Et pareil pour Adam à la fin, c'est très loin de se passer toujours comme ça quand tu dis à une femme que tu es bi. Beaucoup ne croient pas en la vraie bisexualité, et même certains gays ont tendance à stigmatiser cela. Et là, le coup du « ok, tu veux un date ?» j'y crois moyen. Donc, un monde parfait où tout le monde est tout beau et tout gentil. Ce qui ne colle vraiment pas aux précédentes saisons de la série, ni même tout simplement au monde tel qu'il est réellement. De plus, la saison survole vraiment trop vite des problématiques complexes pour perdre du temps avec du pathos sans intérêt. Beaucoup d'éléments narratifs ne font leur apparition qu'en épisode 7, une fois qu'on en a enfin fini avec la mère de Maeve, et sont réglés juste après dans l'épisode final. Bilan, une saison finale décevante pour une série qui tenait presque du génie, tant par sa cinématographie que son récit, et surtout les nombreux thèmes d'importance qui étaient soulevés par les personnages. Ici, on se retrouve seulement avec un catalogue d'objectifs à remplir pour Netflix, et donc on n'est plus sur une belle histoire bien écrite, mais plus sur un cahier des charges woke. Vraiment dommage de finir sur cette note pour Sex Education, surtout après autant d'attentes. Voilà, j'espère que cette analyse à chaud vous a plu, merci d'être resté jusqu'au bout, et pensez bien sûr à me donner votre ressenti sur cette fin de série. Je compte aussi sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et liker la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse, et à très vite sur Anakaland. Bye.